Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 euros virtuels, gagnez 10 000 euros bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans votre podcast, l'accord de Pâques veut remettre les malades de longue durée au travail et pour ce faire, il vise les médecins. Nous sommes conscients qu'il y a des médecins qui abusent. Ensuite, le verdict juridique du Dieselgate est tombé et l'addition est salée. À 5% entre la différence entre le prix d'achat et le prix de revente. Et pour finir, nous retrouverons Vincent Juveins pour analyser le calme des marchés après les annonces de Donald Trump. Z sur 7 à la une. Remettre au travail 1,5 million de malades de longue durée, c'est l'objectif de Frank Vandenbroek, ministre de la Santé et des Affaires sociales. En 2023, ces malades ont coûté 9 milliards d'euros à l'État. Pour relever ce défi, l'accord de Pâques a confirmé des règles beaucoup plus strictes. Frank Vandenbroek était en vacances, c'est le président du MR, Georges-Louis Boucher, qui s'occupe du service après-vente. La Belgique aujourd'hui a autant de malades de longue durée que l'Allemagne. On parle de près de 600 000 personnes. Mais il y a 8 fois plus d'habitants en Allemagne. On le sait aujourd'hui dans notre pays, il y a des certificats de complaisance. Ce n'est pas des toutes petites minorités. Tous les employeurs ont été confrontés un jour à un travailleur à qui ils font une remarque et qui lui répond « Si tu n'es pas content, je te remets un certificat ». Donc aujourd'hui, on sait obtenir un certificat en quelques minutes très facilement dans ce pays. Les employeurs devront dorénavant prendre en charge 30% de l'indemnité pendant le 2e et 3e mois d'incapacité. Les travailleurs devront aussi coopérer dans le processus de retour au travail sous peine de perdre leurs indemnités. Et sans oublier que les médecins ayant la main lourde sur les certificats seront, eux, surveillés de près. Georges-Louis Boucher pour nous expliquer. Ça fait partie d'un compromis. L'idée, c'était de dire on va travailler sur tous les acteurs. Donc, on va un peu quitter ce clivage et cette caricature de dire qu'il n'y aurait que des employeurs vertueux ou que des travailleurs vertueux. On sait que de l'ensemble des acteurs, il y a des choses qui déraillent, mais il ne faut pas se tromper. Les principaux responsables sont quand même les médecins qui délivrent les certificats, derrière les mutuelles qui doivent suivre le malade. Pour contrôler les abus, tous les certificats médicaux seront rassemblés dans une base de données avec pour objectif de comparer le nombre et les durées de certificats délivrés par les médecins et avec à la clé de possibles sanctions financières. Gilbert Béjani, président de APSIM Bruxelles. Nous sommes conscients qu'il y a des médecins qui abusent. Je dirais un inventaire n'est pas une mauvaise chose, mais nous sommes contre une manœuvre, je dirais, punitive, stigmatisante de manière généralisée. Les médecins pourront également rédiger des certificats d'aptitude plutôt que des certificats d'incapacité, ce qui pose question à l'Union des médecins. Encore une fois, Gilbert Béjani pour nous en parler. Le médecin joue un rôle dans la mise à l'écart pour une raison de maladie du patient. Donc, il donne le certificat de maladie. Le médecin traitant n'a pas pour vocation de faire le certificat, on va dire, d'aptitude et de préciser ce que le patient peut faire ou pas faire. Et pour finir, une ligne de signalement sera mise en place pour permettre aux employeurs de dénoncer les médecins trop généreux en certificat. Z sur 7 à la une. En 2015, éclatait le scandale industriel et sanitaire du Dieselgate. Pour rappel, pendant plusieurs années, Volkswagen a truqué, via un logiciel, les émissions de ses moteurs lors des essais d'homologation et de nombreuses procédures judiciaires avaient ensuite été engagées dans le monde entier. Julie Frère, porte-parole de Testachat. Et en Belgique, c'est Testachat qui a introduit en 2016 déjà une action collective pour les personnes qui avaient acheté leur véhicule à partir du 1er septembre 2014, qui était la date d'entrée en vigueur de cette loi sur les actions collectives, et des procédures individuelles pour toutes les personnes qui avaient acheté les véhicules concernés avant le 1er septembre 2014.
Cette longue bataille juridique a finalement abouti hier. Testachat et Volkswagen ayant conclu un accord, les détenteurs d'une voiture achetée entre septembre 2014 et septembre 2015 pourront être indemnisés. Pour les achats effectués avant cela, seuls les consommateurs ayant rejoint la procédure judiciaire individuelle de Testachat auront droit à un dédommagement. Conformément à la décision du tribunal de Bruxelles, l'accord prévoit une indemnisation de 5% du prix d'achat du véhicule. Julie Frère nous explique. Toutes les personnes concernées, aussi bien par les procédures individuelles que par l'action collective, peuvent prétendre à une indemnisation qui est de 5% du prix d'achat, mais ça s'applique également aux personnes qui ne sont aujourd'hui plus propriétaires parce que vous avez également droit à 5% entre la différence entre le prix d'achat et le prix de revente si vous avez entre-temps revendu votre véhicule. Au niveau mondial, ce scandale concerne les propriétaires de plus de 10 millions de voitures et 320 000 au niveau belge. Julie Frère, porte-parole de Testachat. Ce ne sont pas que les voitures Volkswagen qui sont concernées, il y a aussi des véhicules Skoda, Seat et Audi. Et la liste complète de tous les modèles peut être retrouvée sur la plateforme qui est hébergée sur le site de Testachat. Après les associations de défense de consommateurs italiennes et allemandes, Testachat annonce donc une nouvelle victoire. En Europe, il y a actuellement des procédures ouvertes en Espagne, en France et aux Pays-Bas. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Nous arrivons aux 4 dernières minutes du podcast et aujourd'hui nous allons analyser les marchés financiers avec Vincent Juveins, Chief Investment Strategist chez ING. Le calme semble être revenu après les annonces de Donald Trump, mais cela va-t-il durer ? Réponse avec Vincent Juveins. Je pense qu'il est prématuré de le dire. Il est certain que le ton plus conciliant de l'administration américaine et de Donald Trump, en tout cas sur le commerce et notamment possible exemption d'un certain nombre de produits de l'augmentation des droits de douane est de bon augure pour un certain nombre de marchés. On a vu que le matériel électronique était concerné, potentiellement également l'industrie automobile ou certains pans de cette industrie automobile, ce qui fait qu'aujourd'hui les marchés européens sont à la fête. Malheureusement, on sait bien que cette incertitude sur le plan commercial va vraisemblablement durer encore 3 mois. C'est finalement le délai qui a été laissé aux partenaires commerciaux des États-Unis pour revenir avec finalement des contre-mesures pour trouver un accord commercial. 3 mois, c'est long, c'est pas beaucoup, ceci dit, pour faire des accords commerciaux, mais dans l'intervalle, on restera vraisemblablement dans l'incertitude et dans le même temps, on a toujours réellement ces tensions qui sont importantes entre la Chine et les États-Unis. Donc je pense que la volatilité va rester avec nous durant cette période et qu'il faut, en tant qu'investisseur, s'y préparer. Les bourses sont dans le vert aujourd'hui, on ne peut pas exclure que le rouge revienne prochainement. Je ne suis pas catastrophiste, mais enfin, il faut se réaliser qu'on va encore avoir un trimestre qui sera relativement compliqué sur les bourses mondiales. Et on peut presque dire qu'on a affaire à un ralentissement économique. Alors, pas en tant que tel, même si on verra les chiffres de croissance pour le premier trimestre aux États-Unis qui seront certainement négatifs, on note ci et là, en tout cas, un affaiblissement, en tout cas, de ce qu'on appelle des soft data, c'est-à-dire finalement des indicateurs de confiance. On l'a vu sur la confiance aux États-Unis, mais on l'a vu sur la confiance en Europe également, où le mois dernier, la confiance des consommateurs est quand même ressortie bien plus mauvaise qu'attendue. On le note également. Voilà, c'est des signes avant-coureurs que quelque part la machine se grippe légèrement. Chez ING, on a d'ailleurs revu à la baisse nos perspectives de croissance pour la zone euro. On est passé de 0,7 à 0,5, donc pas de récession, mais un tassement de la croissance. Les chiffres du jour, notamment issus du sondage réalisé par la BCE auprès des institutions bancaires, le Eurozone Bank Lending Survey, montrent que les institutions bancaires resserrent quelque peu leurs conditions de financement et que les entreprises et les ménages demandent un petit peu moins de crédit aujourd'hui. Donc ceci aussi, quelque part, laisse présager un ralentissement économique à venir en zone euro. Selon notre expert, il est encore trop tôt pour parler de récession. Alors, je pense qu'il est encore prématuré pour le dire, d'autant plus qu'en Europe, on a plutôt, en tout cas, de bonnes perspectives. On a vu notamment qu'on a une coalition en Allemagne qui s'est formée relativement vite, qu'avant même la formation de celle-ci, le gouvernement s'était entendu sur un plan de relance relativement ambitieux, qui va relancer l'Allemagne de manière significative, mais qui va percoler partout en Europe. La locomotive allemande, d'ici la fin de l'année, sera vraisemblablement de retour. On voit qu'à la périphérie, les choses sont encore bien orientées, même
si certains États comme la France ou la Belgique doivent aujourd'hui se serrer la ceinture. Donc, on a quand même sur la dynamique budgétaire quelque chose de positif, et puis on a une banque centrale qui a objectivement une avenue devant elle pour assouplir sa politique monétaire, alors qu'on attendait une pause monétaire lors de la réunion de jeudi. On s'attend désormais à une baisse du taux directeur de la BCE, baisse qui sera suivie vraisemblablement au cours des 2 prochains meetings, de nouvelles baisses. Donc on pourrait avoir un taux directeur, un taux de dépôt qui soit à 1,75 d'ici cet été en Europe. Et ça, évidemment, ça va donner un coup d'accélérateur à l'économie européenne, puisque ça va finalement favoriser la capacité des entreprises à souscrire des crédits auprès des institutions financières, à investir, à dépenser. Et pour finir, voici quelques conseils dans ce contexte particulier. Alors dans le contexte actuel, c'est clairement rester investi, je pense qu'il faut le faire. Je pense que l'heure n'est pas à se renforcer sur les marchés d'actions, dans la mesure où on a cette volatilité qui va arriver. On a une économie où on n'a pas de récession, on a une banque centrale qui baisse les taux. Il y a une classe d'actifs qui se comporte particulièrement bien dans ce contexte-là, c'est le crédit d'entreprise. Les entreprises en demandent un petit peu moins auprès de leurs banques, mais elles peuvent en trouver sur les marchés financiers. On a aujourd'hui, avec des obligations de bonne qualité sur les marchés européens, des rendements qui oscillent entre 3,5 et 4,5, pour des maturités comprises entre 3 et 5 ans. Donc voilà, je veux dire, dans un contexte actuel, une manière d'être investi, exposé aux marchés financiers, on bénéficie des baisses de taux et on capte un rendement finalement relativement attrayant. Donc voilà aujourd'hui là où nous voyons en tout cas un intérêt plus particulier dans les marchés financiers chez ING. Selon ING, les obligations seraient donc des actifs refuges dans cette période. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouveau podcast sur les actualités et analyses du monde économique. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.